Lorsque Sigebert épousa Bruno, fille réputée belle, intelligente, son frère, jaloux, épousera Galsvinte, la sœur de Bruno, qui finira finalement étranglée dans son lit par la maîtresse et future épouse de Chilpéric, Frédégonde. La haine s'installera donc entre les deux couples. Les territoires francs passeront de main en main. Finalement Sigebert et Chilpéric seront tous deux assassinés par Frédégonde. Les deux reines, toutes deux tutrices, s'affronteront tuant neveux, cousins et oncles afin de mettre leurs fils respectifs sur le trône. La haine que sauveront Frédégonde et Bruno aggravera la division Austrasie-Neustrie. Elle fera perdre toute unité au royaume et freinera le développement de la dynastie mérovingienne. Les conflits familiaux profiteront, par ailleurs, aux mères du palais. Ces guerres vont appauvrir les rois, alors que les mères du palais vont s'enrichir et ainsi bénéficier d'un pouvoir croissant, qui vont les amener jusqu'au trône avec l'avènement de Pépin le Bref. Économie et administration sous les Mérovingiens, jusqu'au règne de Dagobert Ier, l'État mérovingien ne se distingue pas fondamentalement de la tradition romaine. Après les troubles profonds dus aux invasions, l'état social du pays reprend son ancien caractère romain. Les terres du fisc impérial passent bien dans les mains du roi, mais les grands propriétaires gallo-romains, sauf de rares exceptions, conservaient leurs domaines, organisés comme ils l'étaient sous l'Empire. Le commerce reprend lentement son activité. Marseille, centre du grand commerce maritime avec l'Orient, reçoit ces marchands syriens, que l'on retrouve d'ailleurs dans les villes importantes du sud de la Gaule et qui, avec les Juifs, sont les principaux marchands du pays. Les villes de l'intérieur conservent une bourgeoisie de commerçants parmi lesquels il en est qui, en plein VIe siècle, ne sont connus comme des notables riches et influents. Grâce à ce commerce régulier, qui maintient dans la population une importante circulation de marchandises et d'argent, le trésor du roi, alimenté par les ton-lieux, dispose de ressources importantes, au moins aussi considérables que celles qu'il retire du revenu des domaines royaux et du butin de guerre. Cette civilisation tombe dans une certaine décadence, mais elle conserve ses traits essentiels. Les fonctionnaires importants, choisis parmi les grands, font preuve, à l'égard du pouvoir, d'une singulière indépendance et l'impôt n'est souvent prélevé par le comte qu'à son profit personnel. L'affaiblissement de l'ancienne administration romaine, coupée de Rome, et dont le roi maintient avec peine les derniers vestiges, permet à l'aristocratie des grands propriétaires de prendre, en face du roi et dans la société, une position de plus en plus forte. C'est surtout dans le nord, en Austrasie, où la romanisation est presque complètement effacée, qu'elle s'assure, dès le 7e siècle, une prépondérance absolue. Cette aristocratie, dont l'action grandit sans cesse, n'a rien d'une noblesse. Elle ne se distingue pas du reste de la nation par sa condition juridique, mais seulement par sa condition sociale. Ceux qui la composent ont, pour parler comme leurs contemporains, des grands majors, des magnates, des puissants, potentes, et leur puissance dérive de leur fortune. Tous sont de grands propriétaires fonciers, les uns descendent de riches familles gallo-romaines antérieures à la conquête franque, les autres sont des favoris que les rois ont largement pourvus de terres, ou des comtes qui ont profité de leur situation pour se constituer de spacieux domaines. Qu'ils soient romains ou germaniques de naissance, les membres de cette aristocratie forment un groupe lié par la communauté des intérêts, et chez lequel n'a pas tardé à disparaître et à se fondre dans l'identité des mœurs, la variété des origines. À mesure que l'État, auquel ils fournissent les plus importants de ses agents, se montre plus incapable de garantir la personne et les biens de ses sujets, leur prépondérance affirme davantage. Leur situation personnelle profite des progrès de l'anarchie générale et l'insécurité publique, augmente sans cesse leur influence privée. En tant qu'officiers du roi, les comtes rançonnent les populations qu'ils sont censés protéger, mais à partir du moment où ces personnes leur auront cédé leurs terres et leurs personnels seront venus s'annexer à leur domaine, ces mêmes comtes, en tant que grands propriétaires, étendront sur eux leur puissante sauvegarde. Ainsi les fonctionnaires même de l'État travaillent contre l'État, et en étendant sans cesse sur les hommes l'été à leur clientèle et leurs propriétés privées, ils enlèvent au roi ses sujets directs et ses contribuables. Le rapport qui s'établit entre les puissants et les faibles ne relève pas simplement du rapport économique entre un propriétaire et son tenancier. Né du besoin d'une protection effective au sein d'une société livrée à l'anarchie non neutre,
Il crée entre eux un lien de subordination qui s'étend à la personne tout entière. Le contrat de recommandation, qui apparaît dès le VIe siècle, donne au protégé le nom de vassal, vassus, ou de serviteur, au protecteur le nom d'ancien ou de seigneur, senior. Le seigneur est tenu non seulement de pourvoir à la subsistance de son vassal, mais de lui fournir d'une manière permanente secours et assistance, et de le représenter en justice. L'homme libre qui se recommande conserve les apparences de la liberté, mais en fait, il est devenu un client, un spérant du Seigneur. Ce protectorat que le Seigneur exerce sur les hommes libres en vertu de la recommandation, il l'exerce naturellement aussi et avec plus d'intensité sur les hommes qui appartiennent à son domaine, anciens colons romains attachés à la glèbe ou serfs descendants d'esclaves romains ou germaniques dont la personne même, en vertu de la naissance, est sa propriété privée. Sur cette population dépendante, il possède une autorité à la fois patriarcale et patrimoniale, qui tient tout ensemble de la justice de paix et de la justice foncière. Il n'y a là, au début, qu'une simple situation de fait. Mais rien n'illustre mieux l'impuissance de l'État que l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de la reconnaître. À partir du VIe siècle, le roi accorde, en nombre toujours croissant, des privilèges d'immunité. Il faut entendre par là des privilèges concédant à un grand propriétaire, le plus souvent une propriété ecclésiastique, l'exemption du droit d'intervention des fonctionnaires publics dans son domaine. L'immuniste est donc substitué sur sa terre à l'agent de l'État. Sa compétence, d'origine purement privée, reçoit une consécration légale. Cependant, il est délicat d'affirmer que l'État capitule devant l'immuniste, car la compétence de ce dernier émane du roi et s'exerce en son nom. La situation est d'autant plus grave que des propriétés du roi lui-même, qui avait compris à l'origine tout le domaine foncier de l'État romain, il ne subsiste plus, à la fin de la période mérovingienne, que d'insignifiants débris. Lambeau par lambeau, en effet, elles ont été cédées à l'aristocratie en vue d'acheter sa fidélité. Les partages continuels de la monarchie entre les descendants de Clovis, la séparation et la réunion alternative des royaumes de Neustrie, d'Austrasie et de Bourgogne, le remaniement continuel des frontières et les guerres civiles qui en étaient la suite, furent pour les grands une excellente occasion de marchander leur dévouement au prince, que le hasard des héritages appelait à régner sur eux et qui, pour s'assurer la couronne, était tout prêt à sacrifier le patrimoine de la dynastie. Pour la première fois, une opposition va se manifester entre l'aristocratie romanisée de Neustrie et les grands d'Austrasie, restés beaucoup plus proches des mœurs et des institutions germaniques. L'avènement de l'aristocratie amène naturellement les influences locales à se manifester. La diversité se substitue ainsi à l'unité royale. La conquête de la Méditerranée par les musulmans devait précipiter l'évolution politique et sociale qui s'annonçait. Jusqu'alors, au milieu d'une société qui glissait vers le régime de la propriété seigneuriale, les villes s'étaient maintenues vivantes par le commerce, et avec elles une bourgeoisie libre. Dans la seconde moitié du VIIe siècle, tout commerce cesse sur les côtes de la Méditerranée occidentale. Marseille, privée de navires, meurt asphyxiée, et toutes les villes du Midi, en moins d'un demi-siècle, tombent dans une totale décadence. À travers tout le pays, le commerce, que n'alimente plus la mer, s'éteint, la bourgeoisie disparaît avec lui, il n'existe plus de marchands de profession, plus de circulation commerciale, et, par contre-coup, les taulieux cessent d'alimenter le trésor royal, incapables de faire face désormais aux dépenses du gouvernement. L'aristocratie représente, dès lors, la seule force sociale. En face du roi ruiné, elle possède, avec la terre, la richesse et l'autorité. Il ne lui reste plus qu'à s'emparer du pouvoir.